Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, j'ai la joie d'accueillir Enoch Effa, triple champion du monde de savate, boxe française. Il accompagne aujourd'hui les professionnels à révéler leur plein potentiel. Ensemble, on questionne ce que signifie vraiment être un champion. Sur un ring, bien sûr, mais surtout dans nos vies, dans nos quotidiens. Et pour Enoch Effa, être champion, ce n'est pas forcément être le plus fort. On parle ensemble de préparation mentale, de la puissance du pourquoi, de cette capacité à aimer le chemin autant que le résultat, et à cultiver sa singularité comme une véritable force. On évoque également le rapport à l'échec et comment continuer d'exister et d'avancer au-delà de celui-ci. Un échange passionnant et profondément authentique qui ne vous laissera pas indifférent. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Enoch Effa. Bonjour Amira. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans Epion Podcast. Merci d'être là avec moi et avec tous ceux qui vont nous écouter. Merci pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Ça s'est fait de manière agile et je vois qu'il y a des bonnes raisons. En plus, aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai un triple champion du monde de boxe, déjà devant moi et au micro, donc je suis encore plus heureuse de te recevoir. Écoute, j'espère qu'au-delà des titres, en plus, la connexion va faire en sorte qu'on aura des messages qui vont parler à nos interlocutrices et interlocuteurs. Tout à fait. Alors justement, aujourd'hui, on va parler de boxe, mais au-delà de ça, on va parler de sujets qui intéressent tout le monde dans la vie, de réalisation, de performance, d'échec, de bien-être, d'équilibre, voilà, tout ce qui peut opérer un parallèle entre le sport et la vie. Mais avant d'entrer dans tous ces sujets, Enoch, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter ? Alors, je suis Enoch Effa. Si je devais me présenter à travers ce qui m'anime aujourd'hui, j'aime bien voir les gens se réaliser, entreprendre leur vie. Donc concrètement, aujourd'hui, on me qualifie d'entrepreneur à impact parce que il y a vraiment des choses qui m'animent. D'un côté, c'est d'amener les personnes à entreprendre, à trouver un emploi. Donc je travaille au sein d'un groupe d'éducation qui s'appelle Igencia en tant que directeur du développement. Et en parallèle, je continue mes activités d'accompagnement d'entreprises, notamment auprès des dirigeants entrepreneurs, sous forme de conférences sur des thématiques comme le leadership à impact, l'engagement des équipes, l'intelligence collective, la distinction entre sens et performance, donc conférences, formation, et puis ce que j'appelle des bootcamps avec les expériences immersives. Donc il y a ces deux activités qui sont à la fois distinctes, mais à la fois très reliées. Super. Je te remercie pour ces premiers mots. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à la boxe dans ta vie ? C'était le besoin de se réaliser. Je suis pas passionné de boxe à la base. Il fallait trouver une solution pour sortir de sa situation de départ. Donc c'était assez compliqué compliqué. Non, j'ai eu la chance de vivre cette situation en France, c'est-à-dire d'être placé. Mais quand on est placé, on est quand même entouré de personnes qui ont des problématiques assez communes. Et il faut quand même trouver un moyen de préserver ses rêves. Et la boxe a été un outil de pouvoir les alimenter, de pouvoir repartir en formation, des formations en alternance que j'ai pu faire dans tout ce qui était compta, gestion, jusqu'à la gestion d'entreprise, et j'ai fait un parcours qui était vraiment à la fois articulé autour du sport, ensuite au niveau des cours, la vie professionnelle et en plus de la vie familiale au sein de ma fratrie. Donc ce qui m'a amené, c'était l'envie de me réaliser, de me révéler, de pouvoir être libre, et ça a été la boxe, même si je suis pas passionné de boxe à la base. Il y a une phrase que j'ai relevée qui est de toi. Tu as dit à un moment donné où tu l'as écrite, « J'ai été champion du monde 3 fois. Resté invaincu toute discipline confondue jusqu'en 2017, et c'est pas le fruit du hasard ou de la chance, c'était des habitudes mises en place. » Et ma question pour toi, Enoch, c'était, est-ce que tu penses que quelque part, tu t'es conditionné justement à réussir et à réaliser tes rêves ? Oui, maintenant avec du recul, oui.
Parce que quand je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait là? Quand je vois des combats, je fais, ouh, ça fait mal. Et je me rends compte que en me conditionnant, j'ai eu un parcours qui est assez singulier parce que souvent on me dit, mais quelle est la reconversion c'est quoi ta reconversion? Je dis, mais en fait, je me suis reconverti dès le départ parce que j'ai toujours allié sport et mes enjeux de vie professionnels et personnels. Donc j'ai dû me conditionner pour ça, pour pouvoir aussi me dire que c'était réalisable là où j'avais pas forcément d'autres références de sportifs et sportives donc, qui avaient pu réaliser ce parcours un peu multitâche, multi-casquette, multipotentiel. Donc il a fallu un conditionnement assez extrême, et extrême dans le sens où il fallait aller un peu à contre-courant et accepter aussi d'être qualifié de perché, de bisounours, parce que l'idéal qui me menait à ça, c'était pas de mettre le plus de chaos possible. Non, c'était de sortir de mon chaos et de créer mon monde des possibles. Tu as entendu ça? On te l'a dit que tu étais perché, bisounours? Oui. En fait, maintenant, j'ai compris que c'était un compliment. Donc, si on vous dit que vous êtes perché, bisounours, bizarre, c'est que vous êtes en train de cultiver votre singularité. Inquiétez-vous quand tout le monde commence à vous apprécier parce que, à moins que vous fassiez de la politique, normalement, il y a des cycles de vie qui font que quand on est vraiment dedans, on s'autoconditionne, et quand on s'autoconditionne, on intrigue, on suscite des questions, on est qualifié de perché, de bizarre parce qu'on est en mutation, en transformation, il faut l'accepter. Et qu'est-ce qui t'a aidé, toi, sur ce chemin, justement, pour découvrir tes singularités et avancer malgré les remarques des autres, les difficultés éventuelles que tu as rencontrées? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des championnes et des champions du quotidien qui ont jalonné mon parcours et qui sont vraiment des références. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'influence, donc on regarde plutôt ce qui se passe sur Instagram, sur YouTube, enfin d'autres réseaux sociaux dont on va pas faire la publicité. On n'est pas là pour ça. Donc, ça a été des personnes du quotidien. Ça a été les messages aussi de mes parents à travers ce qu'ils ont bien fait et ce qu'il y avait à améliorer. Et le fait d'avoir un rêve, mais mis en mouvement. La mise en mouvement, ça m'a permis de développer d'autres formes d'intelligence qui sont pas forcément les plus plébiscitées ou les plus cotées, notamment dans un pays comme la France. Alors, ces formes d'intelligence, ça a été l'intelligence situationnelle, émotionnelle, de se dire que quand j'ai un rêve et que je me mets en mouvement, j'ai d'autres sources d'intelligence qui peuvent me permettre de prendre les bonnes décisions pour pouvoir parvenir à mes objectifs. Donc avec ce rêve, le mouvement et le fait d'accepter d'être à contre-courant et de m'entourer de championnes et de champions du quotidien, ça a été vraiment une triptyque, un système qui a été mis en place et qui a fait que ça a pas du tout été le fruit du hasard. J'aime beaucoup cette expression champion du quotidien. C'est quoi pour toi être champion de son quotidien, justement? Je fais la distinction entre être champion et être le champion. Être champion, c'est une dynamique dans laquelle je mets les valeurs au cœur de ma dynamique, connecté à une vision, et entre les deux, je me mets en mouvement. Alors, il y en a qui vont se mettre en mouvement par rapport à une stratégie, process, enfin, mettez ce que vous voulez entre les deux. Le comment se dessine au fur et à mesure de ce mouvement, et au fur et à mesure de ce mouvement, il y a des valeurs qui sont renforcées ou qui sont effritées. Par exemple, je veux devenir champion du monde. C'est une étape, c'est pas un but. Si je suis champion du quotidien, normalement, c'est dans mon attitude qu'on se dira qu'il est champion. Et je fais un peu le parallèle des fois avec des personnes qui vont être dans le domaine spirituel, parce que je distingue spirituel et religieux. Normalement, c'est à travers ton attitude et ton comportement que ça va se révéler. Donc, être champion du quotidien, au travers du bonjour, du sourire, du fait qu'on ait pu miser sur mon potentiel là où d'autres voyaient des limites, le fait qu'on puisse me questionner au lieu d'affirmer, c'est ça que j'appelle les champions et les champions du quotidien. Des personnes qui arrivent à se dire que il y a des étapes un peu mesurables de tous, qui peuvent être le statut, le boulot et ainsi de suite, mais c'est pas ça qui les définit. C'est ces valeurs qu'elles mettent en mouvement et qu'elles mettent en exergue, en fait, quand elles vous rencontrent, quand elles sont face à une épreuve, quand elles sont face à un défi de la vie. Eh ben, c'est ça. Être champion du quotidien, c'est surtout être. Et donc, cet être, c'est un ensemble de valeurs mises en mouvement. Donc c'est vraiment se connecter à soi et cultiver cette singularité, ne pas s'oublier quelque part, ne pas correspondre justement aux diktats ou aux attendus. Mais surtout c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va prendre place dans le monde, il faut accepter d'avoir sa singularité, il faut la cultiver, et ça se fait pas en étant dans une dynamique, j'allais dire monacale, d'être enfermé dans sa grotte et de fuir en fait le monde. C'est en éprouvant ça au sein du monde dans lequel on est qu'on arrive à affirmer et cultiver cette singularité. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là que j'emploie ce terme champion et championne du quotidien.
Donc toi, tu as fait de la boxe longtemps. Moi, je me demandais ce qui se passe dans la tête d'un boxeur avant d'entrer dans le ring. Avant. Ah, je pense qu'on fonctionne tous sous forme de cycle. Si vous êtes dans le cycle où vous avez une revanche à prendre sur la vie, vous combattez contre, vous êtes vraiment, c'est la performance qui va vous définir, et puis si vous gagnez, vous allez peut-être passer certains jalons, ça. Ouais. Là, lors de ces cycles-là, vous êtes en train de vous dire, il faut que je fasse du mieux que je peux, il faut que je gagne. Et faire du mieux que je peux, on se rend compte que vous avez pas mal de personnes qui sont championnes, mais qui sont pas les plus fortes. C'est les personnes qui savent être les bonnes personnes au bon moment. Donc quand vous êtes en train de vous préparer, vous vous dites, là c'est le moment et j'ai intérêt vraiment à être à fond pour gagner. Et être à fond, l'énergie seule ne suffit pas. Il va falloir en fait combiner la stratégie, sa vision, et puis tu te rends compte que cette stratégie, une fois que tu rentres dans le ring, bah, au premier coup que tu te prends au visage, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de sonnettes d'alarme, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, il y a le avant qui doit te servir à visualiser les types de réponses que tu vas donner, même sur les choses sur lesquelles tu n'auras aucun contrôle. Le public qui te siffle, qui te hue, qui te jette des projectiles, qui va te faire des cris de singe, la blessure que tu peux avoir, là où les meilleurs combats se font aussi, notamment dans les moments où on n'a plus grand-chose d'autre à faire qu'être soi-même à 100% dans les capacités qu'on a sur le moment. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, j'aimais bien mettre mon peignoir parce que j'avais vraiment de quoi me sentir dans ma bulle pour venir et rester connecté à mon pourquoi. Et me dire qu'en fait, mon pourquoi, il dépasse ce combat. Mais que sur le moment-là, j'ai pas à penser à après ni à avant. J'ai juste à penser à maintenant, à être là, maintenant. Et cette clarté, cette connexion à l'instant, tu es arrivé à la cultiver avant chaque match. Et comment tu faisais justement pour rester connecté à ce moment-là et pas faire en sorte que ton mental bifurque si ça se passe mal et si, tu sais, ce petit hamster qui tourne. Bah là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un plaisir à m'adresser à des publics un peu qui ont l'air un peu opposés, mais les dirigeants et aussi les 18-25 ans qu'on qualifie de jeunes ont cet enjeu de pouvoir choisir quel va être le sujet prioritaire sur lequel je vais porter mon attention. Et ça, c'est de l'entraînement. Vous posez la question à quelqu'un qui veut monter son entreprise, souvent elle te dit tu veux toucher qui? Je veux toucher tout le monde. Imaginez sur un ring, quand tu veux toucher tout le monde, ça marche pas. T'as un adversaire et t'as une zone que tu vas privilégier, ensuite une autre. Coup après coup, ça va faire des combinaisons. Et donc, tu apprends à cultiver ça et à te préparer. Et ça se passe dès l'entraînement. Et un entraînement, c'est pas que physique. Pendant que t'es en mouvement, t'es en train de cultiver ta capacité à résister quand t'es fatigué. Quand il y a de la fatigue, t'as ceux qui s'entraînent à s'écrouler et puis à crier « Oh, je suis fatigué !» et ceux qui vont s'entraîner à se dire « Bon, même dans la fatigue, je vais essayer de faire la différence. » Et de petites décisions en petites décisions faites en amont, tu réunis ça jusqu'au jour du combat où les choses vont sortir d'elles-mêmes. La stratégie fonctionne pas, tu vas t'adapter, mais tu t'es préparé à ça. Et la phase de préparation va être très importante, voire aussi importante que le jour du combat. Et tu commences petit à petit à apprécier autant le process que le résultat. Ceux qui deviennent accros au résultat, en général, ça te fait une carrière un peu, je vais pas dire aléatoire, mais risquée, parce qu'à un moment ou à un autre, les résultats vont être effrités. Et si tu t'identifies que par rapport à ce résultat et au statut, et que tu oublies tout le process et tous les enseignements, eh ben, tu commences à te perdre. Même si tu gagnes, sur le papier, tu commences à te perdre et donc à perdre sur le long terme. Oui, sinon on vit accroché à ces petits shoots en fait d'adrénaline et dès qu'on en a plus, en fait c'est un état de manque qui laisse la place. Carrément. Je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis. T'as dit deux choses. T'as effectivement apprécié le parcours et de se dire que chaque étape, chaque petite pierre qu'on met, en fait, elle va nous servir dans le futur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société quand même d'immédiateté. On veut que tout arrive maintenant, tu vois. Et on a du mal aussi à se dire qu'en fait le temps à ses bénéfices en fait, ça sert à quelque chose le temps, d'autant plus pour cultiver un état d'esprit qui va nous aider à réussir et à réaliser ses rêves. Donc ça, je pense que c'est important de redire que on a aussi besoin de temps pour mûrir, et je pense que ton exemple il est très parlant là-dedans quand tu dis que tu l'as cultivé. Carrément, parce que quand vous faites un combat, vous êtes dans des systèmes avec des rounds ou des reprises, et tu comprends qu'il y a une différence entre des échéances et le timing. Tu peux te prendre des fois
sur 2 reprises, sur 2 rounds, des rafales, des coups, tu es malmené, mais coup après coup, toi, tu commences à t'imprégner du tempo de ton adversaire. Tu commences aussi à comprendre que là, sur le fait de te placer à droite ou à gauche, tu t'exposes. Et à un moment, sur un seul coup, ce coup va en valoir 100 que tu as reçu. Et quand tu fonctionnes en termes de timing, tu acceptes plus le fait de passer par des phases qui te sont pas forcément favorables, qui aux yeux du public, t'as un public qui est en train de te dire « Oh là là, mais il est en train de se prendre une raclée ». Mais toi, si tu reviens dans ton intériorité, tu sais qu'en termes de timing, un coup peut en valoir 10, 100. Et donc le fait de fonctionner sous forme de timing te fait apprécier le temps différemment, te fait apprécier le fait qu'il y ait des temps pour apprendre, pour assimiler et délivrer. Et ce temps-là, il t'appartient parce que tu t'es singulier. Donc si tu es une personne singulière, ton temps à toi n'est pas celui de l'autre, donc t'as pas de comparaison. Tu sors même de la dynamique de concurrence parce qu'à partir d'un moment, tu sais que les enseignements, tu les captes à ton moment. Et à force de les capter, ces ensembles d'enseignements, eh ben, tu vas réussir à tomber sur le bon timing qui va te permettre de prendre la décision qui va vraiment effacer le lot d'autres choses qui te sont arrivées. Donc le rapport au temps, vraiment, il est très important. Le rapport au process, avec son lot de résultats, positifs ou négatifs, en fait, entre les deux, faut imaginer une pile, il y a les 2 bornes, plus et moins, ce qu'il nous faut, c'est l'énergie. Et après, comment tu fais pour dupliquer ça? C'est l'enseignement, tu le modélises, tu commences à le mettre en ordre, et les gens ils te disent mais t'as de la chance. Non. Pendant que toi tu savourais ta victoire, t'étais content qu'on t'applaudisse, que ça te confère un statut, tu commences à avoir tes sponsors, peut-être que l'autre il s'est posé la question sur qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je modélise, donc qu'est-ce que je vais répéter pour faire en sorte que le fait de gagner soit une habitude. Donc le process, en lien avec cette notion de timing, ça te ramène vraiment à comprendre que les résultats viennent juste jalonner un parcours, mais c'est pas ce qui t'identifie. Vous avez des personnes, en fait, qui ont des super résultats, mais ce sont les plus grosses défaites qu'elles ont. Ça m'est déjà arrivé d'être dans le coin d'un boxeur, bon, ça remonte parce que maintenant je le fais plus. Il gagne, je vois qu'il nargue son adversaire, il est super content. Je sais qu'en amont, il s'était préparé de manière pas très sérieuse et je lui dis, tu sais quoi? Là, c'est ta plus grosse défaite. Oh mais non, qu'est-ce que tu me dis? Non, c'est ta défaite, c'est une défaite ça. Là, tu l'as gagné, tu l'as mis KO, non, il avait blessé au genou, la personne n'a pas pu reprendre le combat. Mais avec la préparation, l'état d'esprit avec lequel la personne gagnait, en fait, elle était en train de mettre un pansement sur des blessures plus profondes. Et en plus, la victoire allait masquer le fait qu'en fait, elle était blessée. Parce que sinon, elle s'exprimerait pas comme ça, au point de jubiler du fait que la personne soit blessée. Donc je lui dis, non, là, tu as perdu. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça remet en perspective aussi la notion de réussite et d'échec, je trouve. Oui. Tu vois, là, ton exemple, il est très parlant. Objectivement, il a réussi parce qu'il a gagné le combat. Mais toi, tu dis quelque part, il a échoué. Et c'est plutôt peut-être la personne en face qui a réussi parce qu'elle a mieux, justement, elle a appris des enseignements de cette situation. Donc, je trouve que c'est intéressant. Tu changes un peu le paradigme de l'échec. Carrément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu considères ta vie comme de l'entrepreneuriat, il faut que tu t'exposes le plus possible à ce que socialement on appelle de l'échec pour amplifier ta recherche en fait sur comment tu vas modéliser ce que tu veux et puis matérialiser ce qu'il y a dans ta tête. Donc le rapport à l'échec, il est biaisé maintenant. C'est-à-dire que socialement, à chaque fois que je suis en échec, je puise quelque chose d'invisible qui s'appelle qui s'appelle la leçon. Et cette leçon-là, en fait, combinée, je vais peut-être en extirper une méthode qui va me permettre de matérialiser ce que j'ai dans la tête. Mais c'est d'échec en échec, socialement. Mais pour moi, en fait, ça ne l'est pas. Donc, en parallèle, si tu prends un inventeur, aujourd'hui, on est plus rassuré d'avoir quelqu'un qui a eu peut-être différents échecs et qui en a tiré des leçons pour vous créer un produit, qui a même fait des crash tests, qu'une personne qui a réussi d'un seul coup et qui saura pas trop vous expliquer comment il a fait. Et sur les rings, des fois, tu rencontrais des personnes qui gagnaient et qui étaient angoissées parce que c'était le coup de la chance. Et qui n'arrivaient pas du tout à modéliser ni à valoriser, du coup, il n'y avait pas la valeur perçue parce qu'elles ne s'étaient pas confrontées à l'échec.
Oui, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, dans l'imaginaire collectif, on pense tout le temps que, tu sais, ceux qui ont eu, qui ont créé les plus grandes innovations, ils ont eu une espèce de lumière à un moment donné qui s'est allumée. Et en réalité, quand on regarde l'histoire, les plus grands inventeurs, ils ont réussi à la 1001e tentative, souvent d'expérimentation. Donc, on n'est pas du tout dans le truc qui arrive comme ça de manière un peu fortuite ou magique, quoi. Oui, carrément. Et pour illustrer ça, vous vous souvenez de l'expérience d'Elon Musk face à sa voiture, une voiture qui a un style un peu du futuriste. Il dit que rien peut la cabosser. Il prend une balle de baseball, il me semble. Il la lance super fort. Et je pense que c'était le jour de l'inauguration en plus. Et là, il explose la vitre en fait. Et en public, il explose la vitre. Ça n'a pas empêché de vendre cette voiture. Et il montre en fait que pour arriver à un résultat, on passe par rapport à un process. Et même si cette voiture était futuriste, et c'est pas le type de voiture qui vous plairait. Vraiment, c'est waouh. Et bien là, cette vulnérabilité s'était transformée limite en opportunité, voire en force. Et l'acceptation, en fait, de ces différents pôles qui sont autour de la réussite, ça vous permet d'admirer encore plus le process et d'éviter d'être angoissé parce que tu sais que tu es peut-être à ce moment-là de ton cycle d'apprentissage, de réalisation de toi, et que tu es en cheminement. La plupart des gens qui font pas d'erreur, en général, c'est des spectateurs, quoi. Et ça, tu l'apprends, notamment quand tu es sur un ring, et que tu es dans un milieu hostile, que tu représentes la France, et que tu es quelque part, tu as ceux qui vont arriver tout le temps à voir le petit défaut, et même quand tu gagnes, on te dit, mais c'est pas toi qui as gagné. Ça, on me l'a dit, ça, quand j'ai remporté un titre. C'est pas toi qui as gagné, c'est ton adversaire qui t'a offert la victoire. Donc tu vas apprendre aussi à dissocier ce que les gens pensent de ce que tu es, de ce que tu fais, de la valeur perçue que toi tu as en interne, parce que souvent il y a un décalage. Et le rapport à l'échec, en tout cas, tu commences à le voir d'une manière totalement différente. Tu as parlé de vulnérabilité, justement, et à un moment donné, tu as utilisé le mot cœur, je crois. Quelle place, justement, cette vulnérabilité, les émotions, le fait d'ouvrir un peu son cœur, quelle place ça peut occuper, justement, dans notre rapport à la performance, à la réussite? Quelle est ta vision, toi, sur ce sujet? Ma vision sur ce sujet, c'est que ton cœur, en général, quand il te parle, c'est pas les émotions, le cœur, pour moi. Il te dit des choses plus justes que tes émotions, d'ailleurs. Et d'ailleurs, en boxe et dans les sports de combat, on amène la personne à ses émotions pour l'éloigner de la partie cœur. Parce que le cœur, souvent, t'amène à prendre des décisions qui vont surprendre l'autre. Alors que les émotions sont plus lisibles. Donc, quand tu arrives à filtrer tout ce qui est de l'ordre de ton mental, de tes émotions et ainsi de suite, et que tu laisses parler le cœur, en général, il a les décisions les plus justes pour toi. Et les décisions qui sont les plus justes pour toi sont pas forcément les plus justes pour l'autre. Et tu vas accepter que si tu rayonnes, tu vas prendre de la place et ça peut aussi créer une gêne. Moi, quand je commence à rayonner sur un ring, ça donne le fait que je commence à voler limite l'oxygène de l'autre. L'autre, il est pas content. Il va se rebiffer. Donc du coup, le fait d'écouter mon cœur va me permettre de prendre ce lot de décisions qui vont me permettre d'adapter un timing qui est le mien, d'affirmer ma singularité par rapport à ce moment, à ce qui se passe, et de petit à petit, en fait, faire la différence. Et les émotions, elles sont là pour passer. Elles vont passer, et elles me donnent une information, mais c'est pas la réalité. Des fois, t'es souvent confronté à la peur. Tu montes sur un ring, si ton cœur, tu l'écoutes, il va te dire, tiens, là, il y a une émotion qui est là. C'est la peur. Qu'est-ce que ça vient te dire? Ah, peut-être que ton adversaire, t'as peur de prendre sa droite ou des coups, ou peut-être qu'en ce moment, tu te sens pas bien. Si t'écoutes ton cœur, t'auras une lecture qui va te permettre de mieux choisir la réponse que tu donnes à cette peur. Mais si tu l'étouffes et que tu écoutes juste ta tête, tu t'écoutes tes émotions, compliqué. Très, très compliqué. D'être serein, d'être soi-même dans des décisions, dans des contextes où c'est assez mouvant, hostile ou incertain. Comment toi tu cultives justement la relation à ton cœur au quotidien? Alors, il y a 3 choses. C'est que je me fixe des règles. Il y a des règles qui me permettent d'accepter un peu mes paradoxes. Parce que quand je me dis je ne suis pas là pour prendre la meilleure décision, je suis là pour prendre ma décision. Je suis pas là pour prendre la bonne décision ou la mauvaise décision, mais ma décision. Ça va être une règle que je vais me fixer. Quand je me dis que je dissocie ce que je fais de ce que je suis, ça va être ma règle. Et je vais la faire aussi autour de rituels. C'est-à-dire que j'ai des points de rendez-vous incontournables par jour. Qui sont des rendez-vous incontournables. J'ai besoin de rendez-vous avec moi-même, par exemple. Et de l'autre côté, je considère le boulot, mes différentes casquettes comme des outils.
comme des sas dans lesquels je peux exprimer mes valeurs. Mais je fais pas de ces outils comme la boxe et ainsi de suite quelque chose de central dans ma vie. C'est pas ce qui me définit. Quand quelqu'un me dit, tu es boxeur, c'est comme ça qu'il me perçoit. De l'autre côté, quand des fois on me dit, tu ressembles pas du tout à un boxeur, je prends ça comme un compliment. C'est-à-dire, j'ai pas pris beaucoup de coups. En tout cas, ça se voit pas. Et je me dis, c'est comme ça qu'il me perçoit. Donc, avec ces trois choses-là, outils, règles d'or et rituels, ça me permet de cultiver l'art de pouvoir faire parler le cœur aussi. Toi, justement, si tu devais, à ceux qui nous écoutent, proposer un geste simple comme ça du quotidien pour se recentrer dans un quotidien quand les choses s'emballent, puisqu'on a parlé d'émotions, on a parlé de rituels. Si tu avais un seul geste comme ça que tu aurais envie de partager, qui te vient en tête à ceux et celles qui nous écoutent, qu'est-ce que ça serait ? En fait, j'en ai plusieurs parce que selon les circonstances, c'est... Je pense au silence, le moment de silence. Stop, pas de portable, juste 5 minutes. Après, si c'est une journée où on enchaîne un peu les réunions, tu vas te connecter à des énergies, t'es en période un peu de transition. Cette énergie, quand même, elle nous affecte. Donc quand c'est comme ça va plutôt être la respiration. Je vais me caler 5 minutes. Il y en a qui vont faire la cohérence cardiaque. Moi, je préfère le VACOM. Ça me dure 5 minutes, mais au moins, ça a des effets de 4 heures en moyenne sur le corps. C'est génial. L'autre chose, en plus du silence ou de la partie respiration, ça va juste d'être posé, fermer les yeux. Et comme je suis quelqu'un qui suis plus dans la partie mouvement, la marche me fait énormément de bien. Alors, ça dépend où vous êtes, hein. Des fois, je triche un peu parce que le fait d'être sédentaire, moi, je me fixe souvent des temps de travail qui vont pas dépasser les 45 minutes. Je suis au 7e étage quand je suis au bureau. Donc, je vais prendre l'escalier, je vais remonter, des fois par 1, par 2. Je vais marcher, je vais revenir et je repars. Maintenant, quand ça s'enchaîne, je sais que je vais plutôt opter pour les solutions qui vont me prendre 5 minutes et qui ne nécessitent pas que j'aille très très loin. Et j'enchaîne pas les choses ou les rencontres ou les rendez-vous sans avoir eu un sas de décompression. Tu te mets en mouvement, en fait, à chaque fois. Tout le temps. Et des fois, ça peut même être de manière statique. C'est-à-dire que dans ma capacité à visualiser, à prendre les situations, je suis pas la même personne qu'il y a 1 heure qu'une heure après. Parce qu'il y aura toujours eu ce sas. Et ça, en boxe, on le voit bien. C'est-à-dire qu'entre les rounds, je sais pas si vous avez vu, mais on a tu repars dans ton coin, dans le ring, et tu vois ton coach, ou tes coachs. T'es pas censé être le même qu'au round d'avant, avec les apports que tes coachs te font, les questions qu'ils te posent. Normalement, t'es censé réorienter, en fait, qui tu es, ta stratégie pour le round d'après. Donc c'est ça, en fait, c'est une manière pour moi d'aller de round après round, de cycle après cycle, en étant une personne la plus ajustée possible. Ça, d'ailleurs, t'as des exemples intéressants où t'as été, ça peut être sur le round, mais en dehors, où t'étais dans un état d'esprit et où t'as réussi rapidement à, justement, avec ce petit sas, à complètement transformer ta façon de voir les choses? Oui, carrément. Alors, citation quotidienne, du quotidien. Du quotidien. Une personne qui va me pousser dans mes retranchements par rapport à un sujet qui peut toucher mes enfants. Voilà, je vais prendre vraiment la chose qui peut être un peu commune et sensible à beaucoup. Et je me vois monter dans l'émotion et me dire, Enoch, cette personne, elle challenge ta patience. Elle challenge ta patience. C'est censé être une professionnelle de telle ou telle chose, mais en fait, c'est un humain avant tout. Et faut arrêter en fait d'apporter en fait du crédit juste à la blouse ou à tel métier. C'est un humain avant tout. Là, challenge ta patience. Donc, réponds plus avec l'émotion. Silence. Et là, je me vois en fait sur un moment où j'étais énervé, passer de ce moment où j'étais énervé ou dans l'émotion à ok, très bien. Vous êtes sûr? Bon. Et le moment passe et je me dis waouh. Super, heureusement que t'es pas parti parce que là, la personne commençait vraiment à être en roue libre. Personne expérimentée dans la psychologie et qui vous parle de votre enfant comme si aujourd'hui on identifie des fois des choses à nos enfants mais c'est un peu abusé quoi. Et toi, en tant que parent, t'as à la fois ta place où tu veux
leur transmettre des choses, mais tu veux aussi qu'ils aient leur sas et leur espace pour qu'ils puissent s'exprimer dans un monde où on essaie de les rentrer dans des cases. Donc s'ils s'expriment trop, on va te dire le comportement n'est pas ci. S'ils s'expriment pas assez, on va te dire le comportement n'est pas ça. S'il fait quelque chose, on va dire que c'est une bêtise, alors que ça se trouve, il est en train de découvrir. Enfin bon bref, et si vous êtes ferme, on va vous dire vous êtes trop... Et donc, dans un moment comme celui-là, le fait de prendre du recul et de me dire qu'est-ce qui est challengé et qu'est-ce que ça vient faire, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, et de me dire, qu'est-ce que tu choisis? Mais c'est juste top d'avoir cette capacité, en fait, de développer ces compétences qui développent cette capacité à choisir la réponse que tu donnes. Et ça, c'est quelque chose que je transmets aussi à mes différents publics quand je les rencontre. Parce que c'est un entraînement, ça se fait pas de manière innée. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Effectivement, choisir comment on veut réagir dans une situation, parce qu'on, faut pas l'oublier, on est toujours responsable aussi de. Tu t'as pas beaucoup parlé d'énergie, de l'énergie aussi qu'on transmet aux autres, et cette énergie, elle est contagieuse. Et j'imagine que la personne en face de toi, elle a dû à un moment donné, face à ta réaction, aussi redescendre un petit peu, parce que aussi on impacte les autres avec notre énergie. Donc de voir ce calme et cette prise de recul. Je sais pas comment elle a réagi. D'ailleurs, tu peux nous dire, est-ce qu'elle s'est calmée après finalement? Alors, cette personne, au départ, comme je lui répondais du tac au tac, après, dans la deuxième phase, je lui ai posé le type de questions qu'elle me posait. Parce qu'après, elle est rentrée dans un système de suggestion. Je dis, mais votre discipline, elle est assez sérieuse pour qu'on aille au-delà des suggestions et des impressions. Est-ce qu'on peut rentrer dans des choses des fois un peu plus factuelles? Je re-questionnais, moi je repartais. Donc elle aussi, elle a essayé de calmer pour qu'on puisse recalibrer sur quel était l'objectif, c'est-à-dire de trouver des solutions par rapport aux enfants et d'arrêter en fait d'être dans l'objectif d'essayer d'avoir raison, d'essayer de démontrer qu'on a une science qui est supérieure. Des fois, quand un psy va rencontrer peut-être quelqu'un qui va qualifier de coach, il va absolument te montrer que sa discipline est supérieure alors que ce sont des disciplines qui sont complémentaires. Et moi, en l'occurrence, je me considère même pas comme coach. Donc, quand c'est comme ça, il va falloir aller au-delà de l'image que je peux projeter ou qui est reçue en face. Tout comme des fois, on va me voir, il se prend pour un champion. Peut-être que mon attitude te fait penser ça. J'ai assez de confiance en moi, mais en même temps, j'ai assez de conscience du fait qu'on est humain et qu'il faut vraiment dissocier son statut de ce qu'on est. Maintenant, je ne vais pas être responsable de comment toi tu perçois les choses quand moi je viens en confiance dans une pièce. Là, ça t'appartient. Et donc, dans ce type de situation-là, la personne redescend de facto parce qu'on réoriente et c'est assez magique. Et tu rétablis le lien aussi avec elle, parce que quand ça monte, il n'y a plus de communication en fait. Chacun est arc-bouté sur sa vision et finalement les personnes ne communiquent pas. Donc avoir cette prise de recul, c'est aussi une manière de rétablir le lien avec la personne qui est en face de toi, quoi. C'est ça, et d'accepter qu'on soit pas d'accord. En fait, Oui. on n'est pas censé être cloné, on est censé faire en sorte qu'une idée émane de notre connexion. Et la connexion qui part de l'a priori que moi, en tant que psy, je sais et je connais vos enfants, et ensuite, vous allez pas me la faire parce que vous, en tant que coach, et le coach... Non. En fait, est-ce qu'on peut en revenir au sujet? Parce que je suis pas sur un débat psy vs coach. Je ne me considère pas non plus comme coach quand il s'agit d'enfants. Moi, je viens en tant que père qui vient vous solliciter pour une aide ou un soutien, ou des solutions alternatives, ou écouter ce que vous avez à dire de mes enfants, pour que je puisse vous dire, moi, comment moi je m'y prends vis-à-vis d'eux dans mon rôle de père, pour savoir qu'est-ce qui pourrait, selon vous, leur permettre de grandir de manière la plus équilibrée possible, même si je crois pas trop en l'équilibre. Bon, donc on établit un lien, et on accepte qu'on va pas forcément être d'accord, parce qu'au final, vous détectez des ci, des ça, des troubles ou pas, et ainsi de suite. Et moi, en tout cas, dans ma manière de voir l'éducation, je le vois pas du tout comme ça. Et personne, en fait, a sa vérité qui va dominer celle de l'autre. C'est que dans ce que j'ai à construire dans ma singularité, par exemple, moi, mes enfants, je veux qu'ils appréhendent la notion d'effort. Donc, je vais pas tout le temps prendre la voiture, on va marcher. C'est un peu dur et tout ça. Oui, écoutez, je trouve que c'est juste de marcher jusqu'au marché, de choisir des fruits, des légumes de saison, et que, oui, on n'est pas forcément obligé de prendre la voiture.
Je trouve que c'est juste que s'il veut pas forcément faire ses devoirs, de trouver une solution pour qu'il puisse prendre le plaisir d'apprendre, mais qu'il comprenne que faire ses devoirs, c'est pas ni pour moi, ni pour un tel, c'est pour qu'il comprenne que le plaisir d'apprendre toute ta vie, au-delà des certifications, je te souhaite d'être un éternel apprenant. Donc oui. Donc vous, si ça vous plaît pas, bah tant pis. Moi, en tout cas, c'est ma manière aussi de voir les choses, mais je viens quand même vous voir pour voir si à travers votre expertise, on peut trouver quelque chose pour trouver une solution pour mes enfants. Ça, c'est intéressant aussi ce que tu dis. On peut creuser aussi ce sujet de l'apprentissage et de l'effort, parce que c'est vrai que selon les personnes, dès qu'il y a une difficulté dans l'apprentissage, et on sait aujourd'hui que notre cerveau il est en constant apprentissage et qui se restructure au quotidien, comment on fait justement pour cultiver ce qu'on appelle un peu cet esprit de croissance où on apprend et en fait on garde le plaisir à apprendre même face à la difficulté? Alors, ça va être très contre-intuitif, il faut aller au-delà de l'esprit de compétition. La compétition t'amène en fait à dealer avec des objectifs. Les objectifs jalonnent ton chemin. Et si tu remets l'apprentissage au cœur, tu vois que ces objectifs ne te déterminent pas. Il y a pas mal de disciplines qu'on pratique avec des grades. Et vous avez des personnes qui des fois sont dans des grades inférieurs, qui gagnent contre des personnes qui sont 2 grades au-dessus. Donc on voit bien que le grade n'est pas forcément ce qui qualifie la personne. Donc, quand tu exposes la personne à quelque chose qui va au-delà du résultat, du trophée, et que tu en fais quelque chose de ludique, elle commence à aimer en fait ce que les autres n'aiment pas, c'est-à-dire faire des efforts, apprendre d'une situation qui a été qualifiée d'échec. Elle le répète, elle répète, elle répète, et à force, en fait, ça devient une habitude d'aller faire des choses qui vont au-delà de la quête de l'objectif. Donc, quelqu'un comme moi, bon, il y a eu 3 titres mondiaux, il y a eu pas mal de combats, et c'est pas la compétition qui me drive, mais le moment venu, je sais que la victoire va me permettre d'avoir des indicateurs sur est-ce que j'ai fait la différence ou est-ce que j'ai été l'autre. Est-ce que j'ai adapté la bonne stratégie sur le moment ou est-ce que je n'ai pas su à mettre en place cette stratégie. Et qu'est-ce que j'ai fait pour adapter cette stratégie? Ah, j'ai eu recours à telle valeur, j'ai eu telle posture, j'ai su être à l'écoute. Et des fois, être à l'écoute, c'est après avoir eu un tympan crevé, après avoir perdu l'équilibre, après avoir une fracture. Donc c'est dans des situations un peu extrêmes. Donc tu valorises tout le chemin parcouru. Tout le chemin parcouru va être valorisé et du coup, ça va me donner ce goût de l'apprentissage permanent. Et c'est des fois assez insupportable. Hein. Tu marches avec moi, je vois une rue, je me dis, ah bah tiens, la fois je suis dans le 18e arrondissement, en face de la mairie, je vois une rue qui s'appelle rue Aimer la vie. A-I-M-E, accent aigu, et la vie, L-A-V-Y. C'est qui? C'est quoi? Rue Aimer la vie, c'est génial ça. Alors si c'est un nom et un prénom, c'est topissime, quoi. et les personnes avec qui tu es, bah quand tu vois ça, tu dis, mais t'as le temps de regarder même le nom des rues? Je dis, bah oui, je marche. Bon, on est à Paris, il faut faire attention à là où on met le pied quand même, parce que des fois, bon voilà. Mais il y a plein de choses autour de nous. Et tu prends l'apprentissage comme si ça devient ta drogue. Mais je trouve que c'est l'une des plus belles des drogues, quoi. Ouais, c'est apprendre au quotidien, en fait. Oui. Il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure, je visualise. Moi, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, par exemple, quand je suis quand je suis pas dans ma zone de confort ou que je fais quelque chose que j'ai pas l'habitude, ou c'est laborieux et difficile. Je me connecte à la personne, la Amira, qui sait déjà le faire demain, tu vois. Oui. Et je me dis, je m'imagine demain et je vois que c'est fluide et que j'ai appris à le faire aisément. Et je trouve que moi, ça me donne de la force. Je me dis, demain, je saurai le faire et ça sera chouette parce que j'aurai appris. C'est ça. Et ça, t'aurais été une bonne boxeuse. Il est peut-être pas trop tard, non mais. Il est jamais trop tard parce qu'en fait, l'art de la boxe, en fait, il y a une dynamique dans la boxe qui te permet en fait de rassembler des choses qui sont transférables et transposables. Il y a des compétences qui sont vraiment transposables en fait dans d'autres sphères de la vie. Donc si tu es en capacité de visualiser au point de te voir faire dans le futur et de commencer dès à présent à construire ce futur, ça, quand tu fais du shadow boxing, c'est-à-dire que tu commences à simuler des gestes, à imaginer qu'est-ce que tu fais si tel coup arrive, tu imagines même l'intensité, ton cœur commence à bouger.
bah, le jour où tu es face à la personne, souvent, tu as l'impression que son coup arrive au ralenti tellement tu l'as visualisé. Et tellement tu as visualisé la réponse que tu allais donner à ça. Tu l'as vécu, ça? Oh que oui. Et dans les deux extrêmes, c'est-à-dire que j'avais visualisé à la fois comment l'esquiver, il y avait aussi, oh mince, en train d'arriver, j'avais l'impression que ça arrivait au ralenti, puis boum, ça m'éclatait la tête, parce que j'avais pas du tout visualisé quel type d'esquive, j'étais en train de visualiser le côté, ne te prends pas cette droite, ne te prends pas cette droite. Ah oui, mais oui, il s'agit bien de cette droite qui m'arrive en plein dans le visage, mais limite, t'as l'impression que c'est au ralenti, et boum, t'as l'éclat. Et je sais pas pour vous, qui allez écouter ça, mais des fois, vous fermez les yeux, quand vous touchez les yeux, vous voyez que ça fait un peu comme des feux d'artifice. Là, ça vous fait un gros splash. Et tu te dis, oui, je l'avais vu arriver. Mais en fait, c'est pas ça le jeu. C'était de voir comment t'allais esquiver. C'était ça qu'il fallait voir. Comment t'allais parer ce coup. Et pas juste t'arrêter au fait que t'allais te prendre une droite. Parce que il y a de fortes probabilités de se prendre une droite quand t'as juste ta gauche et ta droite en boxe. Oui, puis en boxe, le moindre moment d'inattention peut te coûter cher, en fait, aussi. Tu cultives vraiment l'art d'être présent. C'est vraiment une discipline qui t'apprend à être là, être ancré au sol. Tu dois ressentir ton corps, les battements de ton cœur. Tu dois agir par rapport à ce que tu as visualisé et en même temps être vraiment là, coup après coup, placement après placement, expiration après expiration. Et le tout combiné, c'est ce qui fait que 2 minutes d'un round de boxe, des fois ça vous fait des dizaines de minutes sur des jeux où... D'ailleurs, on joue au foot, on joue au basket, mais on joue pas à la boxe. Oui, c'est vrai, on n'emploie pas cette expression. Non. Et toi, cette présence, qu'est-ce qu'elle t'a amené dans la vie de manière générale au-delà de la boxe? Alors, je vais prendre des cas un peu extrêmes. Face au deuil, de me dire, mais toi, t'es encore là. D'accepter, bien sûr, d'accueillir, pas d'accepter, parce que c'est pas tous les deuils que j'ai acceptés, mais de l'accueillir, mais de dire, toi, tu es là. Et ça, sur un ring, ou après un combat, quand t'as perdu, t'es quand même là. Tu peux encore analyser. T'es encore vivant. T'as perdu, mais tu n'es pas perdu. Le fait de cultiver l'art d'être présent, c'est quand t'es dans des endroits, et ça m'est déjà arrivé, où tu comprends pas tout ce qui se passe. Il y a 20 ans, j'avais pas tous les codes. Je me rappelle la première fois, je me suis retrouvé avec 3 couteaux, 3 fourchettes. Je disais au serveur, mais ça va vous faire beaucoup de vaisselle, ramasser les 2 assiettes, là, et puis, et les gens rigolaient. Ok. Là, tu sais quoi? Quand tu auras l'habitude d'aller dans ces endroits-là, tu comprendras pourquoi il y a 3 fourchettes, 3 couteaux. Rigoler. Mais au final, j'aurai l'enseignement. Donc, tu cultives l'art d'être présent et tu sais que ce moment, il est passager. Je peux prendre aussi les moments aussi liés à l'enfance, où quand tu vis des moments assez compliqués, tes parents sont pas là, et tu te dis, bah, ce moment, il va passer un jour, toi, tu seras grand, et ce type de moment-là, tu le feras pas vivre à tes enfants. Cultiver l'art du moment présent, vraiment, c'est... Je peux prendre un autre exemple. T'es en période de levée de fonds et tu présentes ton dossier et tu vois que des personnes, des interlocuteurs à qui tu adresses ton dossier, bah, ils sont pas du tout réceptifs. Toi, tu repars, tu dis, bah, pose-leur la question, qu'est-ce qui aurait fait qu'ils auraient été réceptifs? Et tu repars avec leurs réponses, de réponse en réponse. Ça, je l'ai vécu une fois sur une période de levée de fonds. 20 organismes différents avec les interlocuteurs, des fois reçus à 2 ou à 3, par 2 ou par 3. Sur 20, il y en avait 18 qui avaient dit non. Et les 2 derniers ont dit oui, mais au gré de leur poser la question, mais qu'est-ce qui aurait fait que vous auriez dit oui? Bah, je me suis retrouvé avec les 2 derniers qui ont dit oui. Donc ça, c'est en cultivant l'art d'être présent, parce que si tu viens avec les débris ou les déchets du refus que tu as eu hier, des moqueries que tu as eu avant-hier, du deuil que t'as pas su accueillir et transformer, tout ça combiné, ça te fait après un état d'esprit que tu adoptes et qui va te faire attirer certaines situations de manière répétée. Merci beaucoup pour ces exemples, parce que je pense que c'est très concret et effectivement, ça fait partie de nos quotidiens tous les jours, en fait, ce que tu as cité comme exemple. Toi, ça a été quoi, du coup, avec tout ce recul, tes plus grands apprentissages en tant que, que ça soit dans la boxe, en tant que chef d'entreprise, dans l'éducation? Qu'est-ce que tu as appris de tout ce parcours? Qui est un parcours très singulier, comme tu l'as dit. Que chacun pouvait en fait se construire un parcours singulier, qu'il y avait différentes formes d'intelligence à valoriser et qu'il fallait faire attention à ça.
qu'il fallait distinguer potentiel et ressources. Aujourd'hui, tu vois, on a des directeurs des ressources humaines. Si on avait des directeurs du potentiel humain, eh ben, on passerait de quelque chose qui est limité, une ressource, à quelque chose qui est illimité, le potentiel. Tu penses qu'il est illimité, notre potentiel? Oui. En fait, toi comme moi, on est ici, mais on est vraiment à milieu de s'imaginer jusqu'où on pourrait aller. Tu vois? Et comment on pourrait impacter des vies. Ça se trouve, quelqu'un va écouter. Il y a des personnes qui vont écouter, qui vont capter l'un des messages, et que tu vas revoir, je sais pas, demain à l'ONU en train de prendre des décisions, et qui te diront, ben, j'ai écouté un podcast, il y a eu tel message. Et si je te dis le nombre de témoignages que j'ai reçus sur des déclics qui ont eu lieu il y a quelques années, et puis des témoignages spontanés, c'est assez fort. Donc dans ce parcours, il y a eu beaucoup d'apprentissage, notamment sur la notion liée à l'excellence. On en parlait en off tout à l'heure sur la citation d'Aristote qui dit que nous sommes ce que nous faisons et ce que nous répétons. Et au final, en fait, réussir devient une habitude. Et à partir d'un moment, en fait, c'est ce que... le fait de prendre cette habitude, en fait, concrètement, ça te mène vers l'excellence. Alors là, je le dis mal. Mais le fait d'avoir processé mon parcours autour d'une discipline que je ne voulais pas mettre au cœur de ma vie, d'avoir un pourquoi plus grand que cette discipline, j'ai un pourquoi qui est plus grand que mon métier, ça m'a appris que quand tu processais les choses et que tu te cantonnais à l'apprentissage et à l'acceptation du fait que les choses soient pas parfaites, que les messages te viennent au moment où, en général, tu n'es pas prêt sur la forme, mais sur le fond, le message, s'il s'adresse à toi, c'est parce que t'es le réceptacle. Donc, si un problème s'adresse à toi, c'est parce que tu es la solution. Donc, toutes ces choses-là, en fait, là, ça fait pas mal de choses qui se sont vraiment présentées à moi comme enseignement sur le parcours et qui me permettent aujourd'hui d'entreprendre, de transmettre, de rechercher, parce qu'aujourd'hui, là, je suis doctorant, je suis content d'être rentré à Saclay dans un parcours de doctorant. Voilà. C'est assez singulier, mais ça ne l'est pas non plus, parce que t'en as qui le vivent différemment. Ce que tu dis, ça m'a fait penser, puisqu'on est quand même dans l'univers de la boxe, je pouvais pas m'empêcher de reprendre cette citation quand même de Mohamed Ali, que tu dois sûrement connaître. Oui. Mais je trouve qu'elle illustre bien ce que tu dis sur le potentiel. Si mon esprit peut le concevoir et si mon cœur peut y croire, alors je peux le réaliser. Et je crois qu'elle a été reprise par plein de marques, cette phrase, mais c'est vraiment ce que tu dis, en fait, de se dire, en fait, je peux concevoir, je mets en mouvement mes ressources et j'ouvre mon cœur, en fait, pour le vivre, quoi, quelque part. Oui. Oui. Je crois qu'il y a Antoine de Saint-Exupéry aussi qui dit ça. Et il y a aussi Walt Disney. Oui, il y en a pas mal. Si tu peux le rêver, oui, tu peux le faire. Oui, effectivement, Walt Disney, si tu peux l'imaginer, tu peux le réaliser ou quelque chose comme ça. Oui, effectivement, ouais. Et ça aussi, ça c'est une belle démonstration parce qu'en fait, tout ça appartient à personne. Bon, on met des noms sur des citations, mais je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu fais une blague et puis t'as un humoriste qui le sort à la télé et tu reviens dans un autre endroit, on te dit mais c'est la blague d'un tel. En fait non, je la faisais et je savais pas du tout qu'il y avait cet humoriste. Et t'as des citations aussi des fois que tu vas employer. Ce qu'il y a de bien dans le savoir, et ça aussi je vais paraphraser, c'est que c'est la chose qui, quand tu la transmets, elle se multiplie ou elle se décuple. Et donc à partir de ce moment-là, quand tu sais qu'une chose que tu as visualisée, ça peut se produire. Moi, je viens de la génération où j'ai regardé Matrix à la télé. Ah oui, je l'ai regardé aussi. Où on voyait que on pouvait, de manière tactile, faire des choses. Mais aujourd'hui, on est dessus avec les smartphones. Ouais. Donc, il y a des groupes de personnes qui se sont dit, on va étudier sur comment, de manière tactile, amener, en fait, à prendre des décisions qui émanent de nos cerveaux sur un écran. Mais je pense que quand ils ont commencé à travailler dessus, on a dû dire, mais ils sont vraiment perchés. Ils ont même pas dû en parler. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que avec différentes formes d'intelligence, aujourd'hui, tu peux révéler ton potentiel et te retrouver dans des endroits les plus surprenants. Demain, est-ce qu'on va me retrouver à la direction générale d'un groupe? Est-ce qu'on va me retrouver à créer, je sais pas moi, des institutions? Ou est-ce qu'on va me retrouver à donner des cours dans des amphis? Je ne sais pas. Mais mon pourquoi, en tout cas, je l'imagine très très bien. Et le comment, on va voir comment ça va se dresser. Comme on te dit aussi, il faut pas confondre le message et le messager. Et les messages, quand je les perçois, c'est au gré de mes capacités,
à me connecter, et pour ça, mes rituels me sauvent au quotidien. Et si aujourd'hui je perçois le message qu'il faut transmettre, tout ce que tu as pu être, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à me dire, bah tiens, bah essaye de rentrer dans un parcours doctorant tout en entreprenant et en créant des solutions pour amener les gens à révéler leur potentiel, à entreprendre. C'est ce qui m'amène à ça. Mais peut-être que ça prendra une autre forme. Et la phase d'avant, c'était d'utiliser la combinaison entre la boxe, les études, le fait de travailler et d'entreprendre. Et aujourd'hui, ça prend une autre forme. Mais en tout cas, mon pourquoi reste le même. Et je trouve que ça amène beaucoup de fraîcheur de se dire qu'en fait, tu marches sur un chemin et tu peux tourner à gauche, tourner à droite, prendre un raccourci. Là où parfois on se dit qu'il y a qu'une route et dès que tu t'es embarqué sur cette route, bah, tu peux pas faire marche arrière ou tourner à droite et à gauche. En fait, c'est Oui, faux. oui, carrément. Et en plus, c'est la route qu'on t'a dessinée ou c'est la route que Souvent. toi-même t'as dessinée? Donc, hier, je parlais avec une personne qui me disait, j'aimerais bien rejoindre tes programmes d'accompagnement. Et en fait, on s'est rendu compte en, en, en discutant que tant qu'elle était dans la peur et qu'elle était dans la... Donc, elle me disait, voilà, moi, je veux sécuriser par rapport à mon enfant et ainsi de suite. Je lui dis, tu sais quelle est l'émotion qui est raccrochée à la sécurité? C'est la peur. Plus tu veux de la sécurité, plus tu vas développer de la peur. Et on est dans un pays avec un super système dont on a hérité, mais qui amène les gens à vouloir se sécuriser. Donc à développer le plus de peur. Déjà peur de ce qu'on pourrait perdre, peur de l'autre, et ainsi de suite. Et on commence à être dans une dynamique contraire à ce qui représente l'humanité, c'est-à-dire la liberté. Normalement, la liberté, c'est de se dire, j'ai un pourquoi, je m'oriente, je me connecte aussi à d'autres. J'essaie de voir le groupe de personnes aussi qui ont un pourquoi commun, mais je domine ma peur par le fait d'être libre, de pouvoir échouer et d'avoir aussi une dynamique peut-être collective qui va faire en sorte que quand j'échoue, je vais pouvoir apprendre plus vite et aller plus loin. Donc c'est assez fort en fait de voir qu'aujourd'hui, moi, à titre personnel, depuis que j'ai accepté que mon chemin pouvait prendre différentes formes, un peu comme il disait Bruce Lee, be water, my friend, soit comme l'eau, que je sois en ébullition, que je sois un glaçon, que je sois dans un verre ou dans quelque chose en cristal, moi, j'arriverai à ma destination. Je passerai peut-être par un organisme, je passerai peut-être... Et ça, le fait de le démocratiser, c'est assez sympa. Parce que on arrive à articuler entre des choses très processées d'un côté et le fait de faire confiance en l'intuition de l'autre personne qui porte ce projet pour dire qu'elle prendra pas forcément la bonne décision, ni la mauvaise décision, mais sa décision. Et ce qui permet de passer à la notion de concurrence, à la notion de différence. Aujourd'hui, on peut se retrouver, toi et moi, dans une activité commune, et j'ai pas à être stressé de ce que tu vas faire, parce qu'à partir d'un moment, tu vas le faire avec ta touche, et moi, je vais le faire avec ma touche. Et on peut se retrouver tous les deux à nourrir un même secteur et faire en sorte que, bon, de se dire, bah, plus il y a du gâteau, et plus j'aurai des parts à partager, au lieu de se dire, bah, chacun sa part. Et puis la force du collectif, quoi. C'est ça. Ensemble, on crée aussi des choses magnifiques. C'est ça. Là, j'ai eu un récent voyage même en Chine et je vois qu'il y a certains pays, on peut en dire ce qu'on veut au niveau politique, mais il y en a qui vont vite. Ils ont cette force du collectif et il n'y a pas qu'en Chine. Hein. Vous bougez dans certains endroits ou même dans certains endroits, même en France, la force du collectif, la force c'est d'être même dans un même secteur d'activité, mais que chacun affirme sa singularité et comprenne qu'il y a pas qu'un seul chemin. Et en plus, tu parlais de la peur, et la peur, en fait, elle nous inhibe dans nos créations, elle nous empêche de créer, parce que quand on a peur, on peut pas créer. Donc quelque part, c'est un cercle vicieux finalement. En fait, il y a avoir peur et être peureux. Donc être peureux, pour moi, c'est avoir l'habitude de faire en sorte que face à la peur, je fasse demi-tour. Et avoir peur, c'est juste être humain. Et par rapport à ce que t'as, normalement, tu dois faire la différence avec ce que t'es. Et ce que t'es, c'est ce que tu vas cultiver au quotidien. Et ce que tu vas cultiver au quotidien, est-ce que tu vas choisir de l'utiliser au moment où tu as peur ou est-ce que tu vas le mettre de côté? Donc cette peur peut inhiber si ce que tu es devient inférieur à ce que tu as, à savoir la peur. Maintenant, si ça devient une habitude, ça devient carrément ton identité, quoi. Tu es un peureux, tu es un lâche. Et ça, vous avez aujourd'hui pas mal de personnes qui ont, par exemple, des postures de pouvoir, mais qui sont pas du tout courageuses. Et de l'autre côté, c'est de la responsabilité des personnes qui ont tous leur singularité et qui l'étouffent parce que, face à ça, on préfère être drivé. On se dit, bon, on rogne sur notre liberté,
toute façon, si ça se passe mal, ce sera de la responsabilité de l'autre, ce sera de la faute de l'autre plutôt. Et moi, en tout cas, ça minimise en fait ma responsabilité à moi. Et aujourd'hui, face à tout ce qui se passe, on a tous notre lot de responsabilités à se dire qu'est-ce que je fais pour y contribuer directement ou indirectement. Je pense que ça fait un très bon mot de la fin, Enoch, cette notion de responsabilité. Pour finir cet échange, moi j'aimerais te demander, qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui dans ta vie ? D'être en mouvement. Oui. D'être en mouvement et de connecter des personnes qui sont... Tu vois, là, on est en face. Je me dis que ce que tu fais, ça a de l'impact, ça va en avoir. Et ça en a déjà eu. Donc moi, ça me galvanise. Je me dis, mais moi, à travers ce que je fais, mes petits pam-pam, piou-piou, continue à te mettre en mouvement. Continue à nourrir ce pourquoi. Et accepte que le comment soit jamais clair. À chaque fois que tu avances, les paysages deviennent nouveaux. Pour toutes celles et ceux qui ont été en voyage, même ne serait-ce qu'avec un véhicule, tu te rends compte que il y a un moment, c'est tout plat. Au fur et à mesure que tu avances, tu vois des montagnes. Après, tu vois la mer. Le voyage, il est comme ça. C'est une super belle métaphore. Merci infiniment, Enoch. Merci Enoch à toi, Effa. Mira. Si on a envie de te retrouver, comment on peut venir à toi ? Alors, il y a LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez mon site, enocheffa.fr ou .com, je sais plus. Vous avez LinkedIn principalement, le site. Il y en a qui prennent des rendez-vous. Et puis, des fois sur Instagram, je vais lancer l'Instagram, vu que là, je vais lancer toute une série d'événements et d'offres pour accompagner les gens en phase avec mon pourquoi. Voilà. Merci infiniment, j'ai Merci à passé toi, une très Mira. belle heure en ta compagnie, Enoch. C'est partagé en tout cas. Et bravo à toi et puis vraiment le meilleur à ce que tu entreprends. Merci beaucoup, très belle journée à toi. Merci à toi aussi. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.